Donc nous avons Julien Brejon de l'Office cantonal du bâtiment, il est chef de projet développement durable. Et l'OCBA, pour ceux qui ne le savent pas déjà, gère l'ensemble des bâtiments et des terrains de l'État en propriété ou en location. Il planifie les besoins, achète, construit, rénove et valorise les biens. Et il s'occupe de 2000 bâtiments. 2006, ouais. 2006. Bon, j'avais 2000, désolé. Mais c'est quand même pas mal. Et puis quand même, là, dans cette première partie, j'ai quand même voulu que la CPEG soit avec nous, même si c'est une entreprise à part entière. Ils sont soumis à des réglementations assez strictes et qui suivent les demandes de l'État. Donc, c'est pas des fonctionnaires, mais je vous laisserai vous expliquer davantage. Mais vous êtes les plus grands, si je ne me trompe pas, propriétaires sur le canton. Romandie même. Ouais, d'accord. Donc des acteurs importants sur la question des bâtiments et de leur construction. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Juste pour présenter le professeur Brennessen quand même. Donc, il enseigne à Wädenswil, à la Haute École spécialisée de Zurich, le département des sciences de la vie et de la gestion. Il dirige le groupe de recherche écologie urbaine. C'est le fondateur de la promotion de la biodiversité sur les toits verts à travers une planification ciblée. Il a travaillé sur les commissions des normes 312 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes SIA pour le verdissement des toits. Et il est auteur de diverses publications dans le domaine des toits verts, de l'écologie urbaine. En gros, une sommité dans le domaine. Je me trompe? Non. C'est bon. Alors, le professeur Brennessen va parler en anglais. Et puis, levez la main ceux qui ne comprennent absolument pas l'anglais, que je vois si je dois traduire. Ah bah tant mieux. Ok. Alors, on va commencer directement avec les questions. On va commencer, puis on a décidé d'interroger. Odélia. Odélia, évidemment. Alors, le programme Nature en ville, que pouvez-vous nous en dire? Et qu'est-ce qui est prévu au niveau des toitures et des terrasses? Vaste question pour commencer. Merci beaucoup. Donc effectivement, très rapidement, moi je m'occupe du programme Nature en ville pour l'État de Genève, donc qui est sous l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. C'est un programme qui a été instauré en 2013 suite à la votation de la loi sur la biodiversité, qui est une grande... qui est un cas unique en fait en Suisse. Le canton de Genève a une loi sur la biodiversité, ce qui n'est pas du tout le cas en Suisse alémanique, même s'il y a plein d'autres choses qui se font. Mais ça, voilà, on peut en être fier. On était le premier canton à pouvoir se doter d'une loi qui tend à promouvoir et à inciter l'État et les citoyens à préserver la biodiversité. Donc le programme Nature en ville découle de cette loi. L'axe principal du programme, c'est de favoriser la biodiversité et le cadre de vie. Donc c'est clair que dès le départ du programme, l'adhésion, la participation et l'intégration des citoyens et des habitants a été pris en compte. On s'occupe de toutes les espèces, y compris l'être humain, dans le milieu urbain. Donc aujourd'hui, c'est un programme qui s'est développé en 11 axes stratégiques que vous retrouvez effectivement dans la brochure que je vous ai amenée ici, mais également sur Internet de manière beaucoup plus détaillée. C'est un programme qui se concentre à promouvoir, donc c'est un programme incitatif qui se concentre à promouvoir la nature en ville sous toutes ses formes. Donc protection des espèces, développement des milieux naturels, et puis c'est vrai qu'en milieu urbain en tout cas, on dit souvent, en tout cas pour la nature, que chaque mètre carré compte. En milieu urbain, on en est presque à chaque centimètre carré compte. Donc voilà, chaque action, qu'elle soit portée par l'État, par le citoyen, par des entreprises ou autres infrastructures compte et est extrêmement importante. Sur le chapitre plus spécifique des toitures végétalisées, peut-être, donc c'est effectivement une des mesures phares de la nature en ville qui est promue. C'est vrai qu'il y a différents leviers en fait pour inciter à à favoriser des toitures végétalisées. L'idée, c'est un peu, à partir du moment où on va, au niveau de la densification, occuper du terrain qui était avant ça dédié à la nature, essayons de le recréer sur la 5e façade, comme on appelle, donc ce qui reste en fait en lien et qui n'est pas utilisé pour l'urbanisation. Donc voilà, en très bref, l'idée de la toiture végétalisée, c'est des techniques et puis c'est des usages qui sont ancestraux. Donc voilà, les toitures végétalisées sont des installations qui sont connues depuis le néolithique, si je ne me trompe pas.
Donc on n'a rien inventé. Par contre, c'est vrai que la recherche et le développement est très très intense sur cette thématique-là pour essayer de démontrer quelle forme de toiture permet de favoriser quel type de biodiversité et lesquelles ont le plus de sens en milieu urbain. Au niveau étatique, donc ce que nous on propose comme outil de promotion, d'incitation actuellement, tout d'abord c'est des conseils et des soutiens lors de réalisation. Donc notamment on a créé la plateforme 1001 sites nature en ville que Diane a évoqué tout à l'heure, sur laquelle se trouve notamment une fiche conseil sur la végétalisation des toitures, qui a été réalisée en collaboration avec des professionnels et avec EPIA, et qui permet en fait de catégoriser ou de qualifier la toiture dès sa conception jusqu'à sa gestion, une fois qu'elle est réalisée. Donc ça, c'est un des premiers axes de soutien qu'on propose. On a aussi des soutiens d'incitation financière. Donc on peut subventionner une partie des réalisations sous certaines conditions. Et puis, via la plateforme 1001 sites nature en ville, on en fait également la promotion. Donc effectivement, il y a aujourd'hui 83 projets qui sont mis en avant et qui sont valorisés sur cette plateforme. Ce n'est pas tous des toitures, même si c'est une des mesures qui est récurrente. Mais c'est une vitrine et puis c'est une manière aussi de montrer que la nature en ville, elle nous concerne tous, qu'on soit fonctionnaire, habitant, chef d'entreprise ou propriétaire privé. Et chacun peut faire sa part. Alors il y aurait aussi des incitations financières proposées par le CAN. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour les professionnels, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de toutes ces aides, et comment est-ce que justement on peut faire une démarche ou une demande, et qu'est-ce que ça implique concrètement? Oui, donc il y a effectivement un fonds de subventionnement qui est lié Alors en fait il y a deux axes. Le premier, c'est en matière de compensation écologique. On entend beaucoup parler des replantations. Donc effectivement, si lors d'un projet de densification, d'urbanisation, des arbres sont amenés à disparaître, la loi oblige à les remplacer, non pas un par un, mais un pour la valeur qu'il a. Donc si c'est un arbre ancestral ou un arbre habitat, il ne suffit pas de replanter un arbre pour compenser cette perte. Donc voilà, ça c'est tout réglementé. Mais toujours est-il que si les replantations ne sont pas possibles, il est envisagé dans une certaine mesure de mettre en place d'autres mesures en faveur de la biodiversité, comme par exemple des toitures végétalisées. Donc ça, c'est un des premiers axes de promotion et également d'incitation financière indirecte qui est fait pour les toitures végétalisées sur le canton. Et le deuxième axe, c'est de la subvention directe. Donc là, on est dans des cas de valorisation d'installations volontaires des toitures végétalisées, donc qui ne sont pas imposées, soit par un plan localisé de quartier, soit par un plan directeur ou par une mesure de compensation. Donc c'est lorsque c'est une mesure volontaire, là l'État peut subventionner la mesure. Le taux de subventionnement est à maximum 50% des coûts de réalisation, y compris les premières années d'entretien. Donc c'est quand même, ça peut être des montants relativement incitatifs. Sur la plateforme 1001 sites, la dépose du dossier est relativement simple. Il y a un formulaire en ligne. Ensuite, c'est clair qu'il y a une coordination. Donc c'est moi qui évalue les dossiers que nous recevons. Et ensuite, on a un comité d'évaluation qui fixe le montant de subvention. Merci. On va passer à la question. J'hésite à passer déjà à Monsieur Beaujon. Est-ce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui font appel à ces subventions pour l'instant, ou que c'est quand même une mesure assez nouvelle? Ça fait 1 an seulement, je crois. Donc, quel est le retour par rapport à ces subventionnements? Alors effectivement, ça fait plus qu'1 an que ça existe, mais ça a été très peu communiqué jusqu'à présent. Donc maintenant, il y a une volonté vraiment de pouvoir faire connaître un peu mieux ces possibilités d'investissement de la part de l'État de Genève. L'autre élément, c'est que souvent ces projets ont une durée de vie qui est relativement longue. À partir du pré-projet jusqu'à la réalisation, on est souvent sur des calendriers de plusieurs années. Donc c'est vrai qu'on a actuellement, je crois qu'il y a une dizaine de réalisations qui ont été subventionnées spécifiquement mesure toiture végétalisée, mais il y en a plusieurs qui sont en discussion, en suivi et qui sont en cours de réalisation. Donc c'est des choses qui prennent du temps et qui se font. Mais effectivement, il y a une volonté de faire plus connaître ce fonds de subventionnement pour qu'il soit le plus utile possible.
Alors là, c'est une question que je pense que je vais adresser aussi à Monsieur Beaujon, Julien Beaujon et Delia, c'est entre deux. Mais une fois que la toiture est réalisée, est-ce qu'il y a un droit de regard, un système de rétrocontrôle, de vérification, de suivi au niveau des travaux et des décisions de travaux? Il y aura un suivi par le service travaux entretien. Il y aura. Si c'est mis en place, d'accord. il y a un suivi. Donc chaque toiture végétalisée qui est mise en place par l'État, il y a un suivi derrière par le service travaux entretien qui va entretenir selon les règles qui nous sont communiquées par l'OCAN. Donc il y a maintenant un financement, parce que de mémoire en 2017, il n'y avait pas encore de financement pour le rétrocontrôle. Donc aujourd'hui, il y a une vérification. On est obligé de le faire. Donc ça se fait. Et on trouve l'argent s'il faut vraiment le trouver. Mais c'est un des points, c'est un des freins, c'est toujours l'argent, c'est le problème. Mais on y arrive. D'accord. On y arrive. Ok. Et puis au niveau des subventions, juste pour compléter, s'il ne s'agit pas de parcelles ou de bâtiments étatiques, une convention est signée avec les porteurs de projets qui en général a une durée de vie de 5 à 10 ans selon l'ampleur du projet. Donc sur cette durée-là, théoriquement en tout cas, on a un droit de suivi ou de regard sur la réalisation. Super. Effectivement, on a peu de moyens pour suivre ça. Donc certaines toitures font aussi l'objet de suivi scientifique, d'inventaire, etc. Donc on les connaît bien. Et puis d'autres, voilà, on arrive à les suivre jusqu'à un certain stade et puis ensuite moins. Donc on peut toujours s'améliorer. Hein, donc voilà, on a de la marge. Mais merci. Donc du coup, pour Julien Beaujon, qui est à l'Office cantonal du bâtiment, quelle est votre politique d'action en matière de végétalisation des bâtiments du canton et comment soutenez-vous ou non de tels projets? Alors je vais revenir un petit peu en arrière, en guillemets, ici sur l'historique Office cantonal des bâtiments. Je vais revenir en arrière sur l'Office cantonal des bâtiments où ce poste a été créé il y a 1 an et demi, donc au mois d'avril. Si jamais. Au mois d'avril dernier, donc j'ai pris ce poste pour mettre en place une stratégie durable pour l'Office cantonal des bâtiments. Donc j'ai articulé cette stratégie durable sur 5 axes, qui sont les matériaux sains et écologiques, bien sûr la biodiversité et la gestion des eaux, une nouvelle politique sur la gestion des déchets, l'économie circulaire et l'énergie grise. Donc on travaille sur plusieurs axes principaux, dont la biodiversité est un des facteurs, un des axes de travail. Donc après, pour promouvoir ça, aujourd'hui, je suis en train de mettre en place une étude sur tous nos toitures. Sur une grande partie de nos toitures, on est en train de faire un périmètre pour pouvoir installer du PV et de la végétalisation. Donc du biosolaire, d'allier les deux. Exactement, d'allier les deux. En fait, ça a que des avantages. De mettre de la végétalisation, ça crée par l'évapotranspiration, par la transpiration des plantes, un rafraîchissement des cellules photovoltaïques qui deviennent plus efficaces dans ce cas. Ça augmente le rendement des panneaux solaires, c'est ça pour ceux qui ne sont peut-être pas au point sur tous les bénéfices des toitures végétalisées. Exactement. Donc voilà, là, on est en phase d'étude pour mettre en place cette stratégie. Derrière, on va fonctionner en mode de rénovation. Donc on va regarder quelles toitures sont à rénover. Et en fonction de la rénovation, on va automatiquement faire l'étude de résistance du toit, si c'est possible de mettre du PV et de la végétalisation, avec la possibilité, s'il y a la possibilité de tant mieux. Si la surcharge pondérale ne convient pas, on va peut-être choisir soit l'un soit l'autre, ça après ce sera au cas par cas. L'étude au cas par cas. En plus, aujourd'hui, donc, pour tous les concours architecturaux, donc, les nouvelles réalisations, donc les écoles qui ont des surfaces énormes, on a mis en place, parce que c'était la grille que... Vas-y, tu sais. Comme ça, c'est la 3e slide. C'est ça? Encore après. Celle d'après. Voilà. Donc on a mis en place, encore 2 coups. Encore 2 coups? Ouais, comme ça les mettra bien en valeur. Voilà. On a mis en place une grille d'évaluation de tous les projets lors des concours architecturaux. Et on évalue tous les candidats sur ces 10 critères durables. Donc ça va de l'approche sociale, la modularité, la santé, donc par les matériaux sains écologiques, le côté énergétique, la rationalité constructive, les matériaux et l'énergie grise, les déchets bien sûr, le recyclage, les matériaux d'excavation et l'approche en végétalisation biodiversité. Donc là on prend vraiment la totalité, c'est-à-dire vraiment la protection du patrimoine existant. Est-ce que les candidats préservent les arbres locaux, etc. Est-ce qu'ils vont privilégier après le plantage indigène, les toitures végétalisées extensives, etc. Donc c'est tous les facteurs qui sont indiqués. Et on juge aussi les candidats sur la gestion des eaux de précipitation.
Est-ce qu'ils réfléchissent à une perméabilité des sols, etc. Donc vraiment favoriser la biodiversité pour tous les futures constructions. Donc voilà, ça c'est le dernier lauréat où il y a une toiture végétalisée, il y a une belle végétalisation du site. Donc ça c'est pour Mérin. Donc voilà, ça prouve que la grille fonctionne, qu'il y a eu vraiment une réflexion là-dessus. C'est une ossature bois, il y a vraiment une réflexion sur toute la durabilité. En énergie grise, c'est un projet fantastique. Donc c'était... non, on est quoi. Il y a des optimisations à faire sur la végétalisation. On va travailler justement avec le CAN après derrière pour optimiser encore le projet, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément fonctionnelles. Mais voilà, donc on travaille aussi un peu main dans la main avec le CAN pour optimiser nos projets et puis voir ce qui est amélioré pour que le projet soit en guillemets parfait à la fin. Super, merci. Et alors du coup, les derniers intervenants, et puis après le professeur Brennesson va nous apporter son retour par rapport au Nord, au Grand Nord. Nico. Micro. Est-ce que, alors du coup, comme j'avais prévu les CPEG plus tard, il faut que je retrouve mes questions. Voilà. Alors, quel est votre retour de terrain sur les toitures végétalisées et comment votre évolution par rapport, parce que Terrasse sans frontières est partenaire maintenant avec la CPEG, on travaille ensemble, mais ça a été un processus et puis il y a une évolution, et puis quels sont vos objectifs actuellement par rapport aux toitures végétalisées? Donc Frédéric Perron, je suis architecte de formation, je suis responsable du service construction et travaux de la Caisse de Prince d'État de Genève. Je le précise parce que c'est important, c'est un acteur immobilier important sur le canton, mais aussi en Suisse. On a sur Genève 11 000 logements locatifs, donc un nombre important d'immeubles. On a terminé depuis 6 ans à peu près 80 rénovations lourdes. Je ferai la différenciation entre rénovation du parc existant et les nouvelles constructions. Nouvelles constructions où, de toute façon, aujourd'hui, comme ça a été mentionné, on végétalise, on est convaincu du système, entre autres en le combinant avec du photovoltaïque. De toute façon, la loi aujourd'hui l'impose, mais pour les rénovations, c'est vrai que la politique qu'on a mis en place, on nous a donné les ressources pour ça, donc les ressources financières et humaines, pour aller dans la transition énergétique, mais aussi traiter cette problématique des îlots de chaleur et de la nature en ville. Donc on a en premier lieu identifié les toitures qui se prêtaient à ce type d'opération, puisque dans le cas des rénovations qu'on engage, des toitures, la loi aussi impose un certain nombre de choses. La loi sur l'énergie, assez restrictive, impose aussi un certain nombre de choses. Donc on a identifié les toitures qui s'y prêtaient, puis surtout le gros challenge, avec votre aide, mais aussi entre autres ce qui a été fait beaucoup à Bâle. On s'est aussi beaucoup inspiré de l'expérience de la ville de Bâle, qui est vraiment en avance, qui a une surface en mètres carrés de toiture végétalisée importante, qui ont dû traiter ces problèmes, qui ont peut-être une loi sur l'énergie un peu moins stricte. On s'est aussi beaucoup inspiré des travaux qui ont été faits par l'EPIA. Et on a dû, je dirais, le retour de terrain, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, puisqu'on est convaincu de la végétalisation. Elle a l'avantage en effet d'améliorer les rendements des installations panneaux solaires photovoltaïques, mais aussi de prolonger la durée de vie si elle est bien faite, et des étanchéités. Bien sûr, la rétention d'eau, l'humidité, enfin toutes les qualités que vous connaissez. Je dirais comme retour de terrain, le challenge qu'on a aujourd'hui à relever avec les autorités, avec le SEN, des fois le patrimoine aussi, c'est de combiner l'ensemble des exigences de la loi. On a envie de végétaliser, mais sur les toits aujourd'hui, on exige énormément de choses à installer. Il faut mettre des bacs, il faut mettre du thermique, du photovoltaïque. Et la difficulté, c'est de trouver un bon équilibre entre ce que la loi impose, les objectifs de cible énergétique des bâtiments qu'on rénove et qu'on doit atteindre, soient compatibles avec la végétalisation. Donc, au fond, ce qu'on essaye de faire, c'est des fois de trouver des alternatives pour alimenter les bâtiments en énergie renouvelable, mais en libérant les toits pour pouvoir effectuer cette végétalisation. Comme retour de terrain, je dirais, les expériences qu'on fait, entre autres avec vous, elles sont convaincantes.
Mais parce qu'on a réussi justement à limiter, de pouvoir reporter certaines installations techniques en sous-sol quand c'est possible, parce que c'est des fois techniquement ou financièrement très compliqué, ou alors négocier avec le SEN des alternatives pour produire par exemple la part de renouvelables sur l'eau chaude ou le chauffage, pour libérer les toits et pouvoir optimiser les toitures en photovoltaïque. Du reste, la loi aujourd'hui définit même les quantités de panneaux à installer et végétaliser. Et on a réussi à un certain nombre d'expériences convaincantes parce qu'on a trouvé des solutions techniques. Mais sur un nombre important de toits qui ont un beau potentiel de végétalisation, l'obligation des fois, parce qu'on n'a pas d'autre solution, d'installer, comme j'ai dit, des bacs, tous les tuyaux, enfin, vous êtes un peu professionnel dans la construction, vous comprenez ce que je dis, ça limite cette possibilité. Donc c'est un peu le challenge, je trouve, qu'on a aujourd'hui ensemble à réfléchir, c'est comment combiner les exigences multiples, patrimoine, je l'ai mentionné aussi, parce que des fois ça a une incidence, la végétalisation de toiture des fois nécessite aussi des épaisseurs plus conséquentes, au niveau de l'architecture et du patrimoine du bâtiment ça doit être géré, donc c'est un challenge vraiment intéressant, mais je peux confirmer que sur un nombre maintenant de plus en plus conséquent de bâtiments, on y arrive. Mais il faut travailler vraiment conjointement sur les aspects financiers, le subventionnement, l'entretien aussi, parce que réussir l'exercice mais pas le poursuivre et puis que les choses deviennent obsolètes, ça, c'est une chimère. Donc vraiment travailler avec les autorités, l'ensemble des services, les professionnels aussi, et puis s'appuyer sur les expériences qui ont été faites dans d'autres cantons, où franchement là on a trouvé des belles solutions. Je parlais de Bâle, mais il y a d'autres régions de Suisse où je pense qu'ils sont en avance sur le canton de Genève. Alors justement, cette question de photovoltaïque, il y a des obligations de mettre des panneaux photovoltaïques, mais il n'y a pas nécessairement des obligations de mettre des toitures végétalisées. Il y a des incitations maintenant financières, des encouragements, des aides d'information, mais aujourd'hui, à Genève et sur l'arc lémanique, on n'a pas vraiment de loi. Par contre, depuis une semaine, je crois, il y a eu une proposition de loi du Parti écologique des Verts. Ce n'est pas la première proposition qui a été faite. En 2015, il y avait M. Lefort, et puis après, il y a eu proposition d'une autre personne par rapport au 1% biodiversité. Je ne crois pas que ça a donné quelque chose. Mais par contre, là, cette semaine, le Parti écologique a déposé une proposition de loi, et la différence par rapport aux deux précédentes, c'est qu'il demande carrément l'obligation de végétaliser. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais ça, c'est l'annonce, et puis c'est paru dans le RTS aujourd'hui même. Donc, c'est l'avant-première, on croise les doigts. Voilà. J'aimerais maintenant faire un petit retour sur donc l'expérience de M. Brennessen par rapport à ce que vous entendez sur le canton, les difficultés, les mesures, ce que vous avez vu et mis en place, voilà, dans quelle direction on pourrait aller. I was once in London for a conference, and they was asking, what should we do? And I said, just do it. I think you have a lot of experience here. Everybody's more or less convinced. And I would say the politicians or other people involved in that sphere must make the decision. In fact, it's not so difficult. There are other, of course, it is difficult, otherwise it would have happened so far. But in fact, there are other building codes, laws, at a certain point, they get into practice. Mm-hmm. Fire protection, security, now we have climate change discussion. So I think we shouldn't wait. We cannot wait. I was lucky when we introduced that as a building code. I made my PhD thesis about green roofs. So I was all day more or less on the roofs. So I could see what it is, that you see over the urban surface, that a lot of roofs, so big potential. And I was lucky to invite I was involved to organize a colloquium for the university, and I was inviting the minister for the buildings in Basel, Barbara Schneider. And so we got in contact, and I explained her also my work, my thesis, and she was interested. And
it didn't take a long time that we said, we must do the next step. And then she said, okay, come to our department. And she invited all her bosses in the department, and we were discussing what should we do. And the result was, it's not original, but it's that what we had like just published some weeks ago, that say, we make a brochure about green roofs. And I was just some weeks back, another specialist that I could invite in the colloquium was an Austrian traffic planner, Hermann Knoflacher. And he told me once how people act. He was very interesting man. He said, people always do brochures, but this is alibi, you know. You have to act, you have to do something. And I told that to Barbara Schneider and colleagues, and then she said, okay, we do a brochure, but we go the next step. So, and then 5 years later, we have it in the building code. And then next steps are then this work, you know, we talk about quality of green roofs. We even, sometimes it's a bit of shame. I had like a discussion from a private person. It's in the law up from 20 square meter. So on a carport, you have to make a green roof. And if she had to do it with gravel, it would cost her 1,000 Swiss francs to put the gravel on a 50 square meter roof. And now she had to do a green roof. And it costs her 5,000 Swiss francs. So of course she said, oh, that's pretty much money. And I said, sorry, I can look, maybe you can get it a little cheaper. I discussed with the company, but the company didn't want to discuss. And she said, oh, okay, I have to accept. So for me, this is not so good examples. But for the big roofs, as I understand nowadays, it's not a discussion. It's just like fire protection, like other guidelines in the buildings. They just do it. And we just consult the architects, the planners, how they should do it. I like very much that biodiversity here is also a topic. That's also my main topic nowadays. But when I started 25 years back, even because I'm a geograph from education, I started with the urban climate perspective. And now the urban climate perspective came back. And I think it's probably the much more powerful argument at the moment. Mm-hmm. And of course, biodiversity comes parallel with that. Mm-hmm. But I think also the discussion with solar panels nowadays, I have everyday discussions with planners. They have to install also by law the solar panels. And of course, it's easier to make a gravel roof and then solar panels. And they said, no, you have to combine it. And I tell them, see, when in 5 or 10 years you go back and see on your roof and you put gravel on that roof, that's heating up incredibly. Will you be proud in 10 years on that? Because the next chance to change will be in 30 years probably. So please think about twice. It costs maybe a little bit more at the moment, but what the hell, and this is kind of coming from the colleague working for all the buildings in the canton of St. Gallen, he's a great man, Werner Binotto, he said, look what we put in electricity, in all the steering stuff in our buildings nowadays. Opening, windows, doors, etc. And don't forget about the discussion about maintenance costs of a green roof and about installation costs of a green roof. This is not a project killer. It's not a criteria to stop. Yeah, yeah. Mm-hmm. Well, here in Geneva, from my experience, we have several institutions that want to make studies still about biosolar. The SIG is doing a study on biosolar to see if it's pertinent, if it's something they want to do, because they talk about l'exception genevoise. For me, it might be a Genferei, but it is something that is that they throw back at environmentalists, that they want to do change, but they need to study the local exception. And there are studies, for instance, also on green roofs that have been done that were very good studies, very interesting studies on biodiversity by EPIA. And we have the proud representative here, Patrice Prunier, who have done really interesting in-depth studies. But it's always, something that, like you said, for the brochure, it's important to do it,
but what is the next step? And to delay, we don't have time on our hands. We really, literally, tomorrow have a deadline, and doing more studies without acting at the same time is something, when we already have studies that have been done by you or by other international scientists, I find it a bit intriguing. Yeah, and to be honest, it's a bit like the same discussion, I would say, like brochures, making studies and not making decision. That's not, I think it's not the correct way. And it's not like Geneva, it's everywhere. People say, in our situation it's very special, we have to make a study in Basel, in Germany, in Italy, before we start. And as a scientist, I have to say, no, that's, sometimes it's wasted money, Of course, you have to study, but then think about what study can bring the knowledge further, and not making the exact same study that we made in Basel, in Geneva, and At the same time, we also need to know what the situation is generally, where we're starting from. So they're always useful in that sense, and to see the progress and the evolution. But we do have a time frame which is relatively short. Yeah. Ok, alors j'ai 10 minutes de questions dans la salle, enfin même pas, j'ai 5 minutes de questions dans la salle, et puis nous allons, pour nos intervenants, alors vous avez M. Troccoli et M. Perron qui peuvent répondre par rapport à CPEG, nature en ville, ou les fusées bâtiments, ou même ce qui se passe à Bâle. Donc n'hésitez pas, vous avez 5 minutes et je vais prendre 2-3 questions dans la salle. Attention, le premier qui lève la main a gagné. Hop, monsieur là, en bleu. Bonsoir, Eric Chambra, j'ai fait 17 années dans l'immobilier sur Genève, je suis maintenant dans le développement durable. Donc je remercie et félicite les gens qui sont ici de tout ce qui est développé. Moi, ce qui me gêne un peu dans l'approche, et je rejoins le monsieur, c'est qu'en fait on a besoin d'actes. Et si on regarde aujourd'hui sur Genève, sur le domaine immobilier privé, bon, je ne sais pas si la personne de la SPG est là. Oui. Ce serait pas voilà, la deuxième partie. C'est qu'en fait, on a quand même tout un potentiel sur le domaine privé. Et aujourd'hui, on n'a pas d'emprise sur ce domaine-là. On a mené avec ensemble un projet sur une PP. Et on a vu qu'on n'a pas pu aboutir. Parce qu'en effet, tant au niveau des professionnels, il n'y a pas forcément cette volonté d'associer toit végétalisé et panneaux photovoltaïques. Donc je pense que là, il y a quand même un travail à faire. Une sensibilisation sur les professionnels du photovoltaïque pour lier tout ça. Et puis ensuite au niveau des milieux immobiliers, de manière à ce que les milieux immobiliers puissent pousser typiquement des PP, et c'est pas évident, et là se pose un problème juridique, c'est qu'une PP, une toiture est un élément commun, et à partir du moment où vous êtes dessus, il faut l'unanimité des copropriétaires pour que ça puisse être fait. Autrement dit, s'il n'y a pas une action légale, si le législateur n'intervient pas, comme dans de nombreux dossiers, malheureusement, tout ce qui est d'État avance, plus ou moins, avec des expériences plus ou moins positives, mais le domaine privé ne bouge pas, sauf quand on arrive aux limites de la coercition. Ou alors, je ne leur donne pas complètement raison, mais je pense que si j'étais plus jeune, j'y penserais, c'est Extinction Rébellion. Donc voilà, dommage. Alors, pour apporter une précision par rapport à ça, Terra Sans Frontières vient depuis quelques mois de mettre en ligne les différentes enquêtes publiques proposées par le département territorial. Et puis, nous avons Odile, qui est où? Odile, et puis Dométil, qui est aussi à l'association. Elle est où, Dométil? Ah, elle est là-bas au fond. Qui s'occupe de mettre en ligne des recommandations pour les enquêtes publiques. Vous n'avez plus qu'à copier-coller. Elles sont personnalisées en fonction de chaque enquête publique. Et puis, vous pouvez envoyer pour les recommandations pour les plans de quartier. Si vous ne savez pas comment faire une demande de recommandation, l'idée, c'est vraiment de donner le pouvoir aux citoyens pour pouvoir changer les choses dans leur quartier et avoir une lettre type modèle. Ensuite, on réfléchit et puis on est toujours preneur pour des histoires de... Si ce projet de loi n'aboutit pas, là, qui vient de tomber, de faire une initiative. Donc ça, je crois que ça va être le next level. C'est la réponse que j'ai. Voilà. Ouais. On signe où et quand? Voilà. Mais d'abord, il faut des partenariats avec de nombreuses associations parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Mais ouais. Peut-être aussi parce que c'est une réalité. Donc, la CPEG doit faire du rendement, donc c'est un propriétaire particulier parce qu'au fond, on l'assimile à l'État, mais c'est comme un propriétaire privé, mais qui a des moyens. Et puis, les instances donnent les moyens. Mais c'est vrai que malheureusement, on doit arriver à la situation coercitive, donc la loi qui oblige, je dis malheureusement, parce qu'au fond, je
j'imagine un monde différent. La loi va obliger, mais des fois les lois, elles nous amènent aussi à faire des choses qui ne sont pas toujours intelligentes, d'où le discours que j'ai fait en introduction. Mais je pense qu'il est important, c'est vraiment de communiquer aujourd'hui sur des choses simples, sur des retours d'expérience. Ce qui a convaincu l'employeur que je représente, qui avait des considérations financières, l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est qu'au fond, la toiture végétalisée, et c'est des travaux qui ont démontré, qui ont été faits à l'EPIA, ou des expériences qui ont été faites il y a déjà pas mal d'années dans d'autres cantons, elle prolonge la durée de vie d'une étanchéité. Donc vous pouvez faire des calculs financiers. S'il y a un investissement initial un peu plus conséquent, qui est relatif, on peut le retrouver aussi dans le cadre de l'entretien à long terme. Et pour les milieux immobiliers, je pense qu'il y a des compétences, il y a d'intelligence, c'est juste de communiquer juste et puis de démontrer qu'au fond, indépendamment de la loi qui obligera, il faudra faire les choses comme il faut, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver un intérêt financier aussi à végétaliser un toit. À partir du moment où le photovoltaïque est obligatoire, on l'a vu, on améliore son rendement si on l'installe correctement, on augmente sa durée de vie. Donc, au fond, je pense que c'est juste une question de bonne volonté, de bonne communication sur des expériences qui ont été effectuées, puis qui vont convaincre les milieux immobiliers, les représentants de propriétaires qui doivent convaincre leurs propriétaires et les PPE qu'il y a un intérêt pour eux, pas seulement, on n'est pas tous forcément intéressés par les problèmes climatiques aujourd'hui, il y a des sensibilités différentes, et au-delà de la loi, il y a un vrai intérêt de communiquer auprès des propriétaires ce type de pratiques, parce qu'elles sont économiquement viables à long terme. Alors juste pour ajouter, et puis je prends la question de monsieur... Ah oui, vas-y. Ouais. Donc très rapidement, c'est juste pour compléter sur l'aspect financier, immobilier, constructif. Au-delà de ça, je vous remercie de soulever la problématique des zones d'habitation individuelle ou de la frange urbaine, parce qu'en tout cas en termes de biodiversité, services écosystémiques, d'infrastructures écologiques sur le canton, cette zone elle est capitale. Et puis aujourd'hui, on n'a pas une vraie stratégie qui nous permet de protéger l'existant et puis de favoriser des mesures qui sont plus favorables. Et puis souvent, on a l'impression que c'est très vert, on a l'impression que c'est beaucoup moins dense, mais en fait, il y a un énorme capital et puis une énorme responsabilité aussi de cette zone qui est beaucoup moins sous le viseur des stratégies, notamment étatiques. Donc c'est effectivement un enjeu absolument fondamental pour Genève aujourd'hui. Tout ce qui est immeuble années 70, on est dans la phase où on fait toutes les toitures, et sincèrement, j'en ai encore vu 2 aujourd'hui. Je pense qu'on a moins d'1 sur 10 où on végétalise. C'est dire, et dans la tête des gens, on part maintenant pour 30 ans parce que on laisse passer le train. C'est fini. Et comment on les végétalise? Parce que si on peut végétaliser avec 8 cm, avec des semences que du sédum et que ça pousse très vite et ça s'étale très vite, mais au niveau de la richesse de la biodiversité, c'est pas le top. Voilà, il y a tellement de choses qu'on pourrait reprendre et c'est pour ça que c'est des histoires de rétrocontrôle, de vérification. Ça c'est des choses aussi qui seront à travailler, je pense. Mais... Ok. Alors, juste une dernière question parce qu'il y a un monsieur qui était le plus rapide à la chemise bleue. Et puis après, on va changer. Et puis, vous pourrez peut-être garder vos questions pour la fin. Il y aura un peu plus de temps. Voilà. Allez-y, monsieur. Moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais mon impression subjective, c'est que quand on construit et qu'on aménage la ville, d'abord, on récolte des bâtiments, des routes, etc. Et puis ensuite on introduit de la nature sur des toits ou dans les interstices, mais c'est vraiment très secondaire. On a l'impression que l'approche, elle est, à mon avis, cette approche-là, il faudrait l'inverser. Alors comment est-ce qu'on peut inverser l'approche, je ne suis pas en train de parler des lois, etc., mais comment est-ce qu'on peut introduire l'idée que d'abord on regarde comment est l'espace et l'espace végétal, puis après on insère de la construction ou des routes dedans. Alors, la stratégie biodiversité 2030, dont le plan d'action est en cours de validation par le Grand Conseil actuellement, instaure ce qu'on appelle le réflexe biodiversité qui va exactement dans ce sens-là, qui appelle et qui demande en fait qu'aujourd'hui dans tous les projets, en amont de tous les projets,
il y ait effectivement des objectifs en termes de logement, de qualité de vie, de mobilité, d'énergie, mais également de prise en compte de la biodiversité au même niveau que les autres enjeux. Donc effectivement, la prise en compte en amont, déjà de l'existant, mais en plus du potentiel de requalification des zones pour la nature doit devenir un vrai élément de discussion en amont des projets. Ok. Alors, on va réserver les questions donc, pour la fin, si vous en avez d'autres. Et puis, on va passer au prochain, parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Dans la deuxième partie, donc c'est davantage le retour de terrain des professionnels du monde justement du solaire, du monde des panneaux solaires, de l'architecture, du paysagisme, avec l'entreprise Bocard, notamment, qui est l'une des plus anciennes... si je ne me trompe pas, l'une des plus anciennes entreprises en paysagisme sur le canton, Suisse romande. Sun Techniques qui est ici aussi. Voilà, donc je vous invite à venir et puis on va tourner avec M. Patrice Prunier en discutant. Je vais faire une rapide présentation. Donc Patrice Prunier, vous êtes professeur ordinaire à l'EPIA, responsable de la filière gestion de la nature et du laboratoire d'écologie végétale. Vous êtes là. Pardon. Exact. Patrice Cutli, donc vous êtes architecte paysagiste. Vous êtes là. Architecte paysagiste, directeur général de Bocard Entreprises, actif dans tous les domaines de la création jusqu'à l'entretien des aménagements extérieurs. Et puis, alors, Sun Techniques. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors, on a le chef de projet photovoltaïque et directeur technique, Maxime Meramio. Donc, Sun Techniques, Fabrice Solar SA est l'une des sociétés de planification et d'installation leader dans les installations solaires photovoltaïques. Voilà. Et puis, nous avons monsieur de la SPG, excusez-moi, Jordan Giraud, responsable énergie et environnement. Donc, c'est une grande régie présente en Suisse romande, 27 000 objets sous gestion. Voilà, j'ai résumé. C'est juste. Ok. Alors, on va commencer avec M. Curtil. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre retour de terrain sur les toitures végétalisées? Quels sont le retour de vos clients, votre expérience, les limitations, les questions en termes d'aide ou de formation qui traversent les interrogations de votre métier, les changements de l'évolution de votre métier avec le changement climatique. C'est beaucoup de questions, hein, mais voilà. On a combien de temps? Voilà. Allez-y. Bon, moi, je vais juste vous faire un retour de la part d'une entreprise qui est active effectivement depuis de nombreuses années sur les toits de Genève. Sur les toits et sur les dalles, parce qu'un aménagement sur toiture, il peut se passer aussi au rez-de-chaussée, et ça, il faut pas l'oublier, il n'est pas situé qu'à 10, 15, 20 mètres de hauteur. Alors moi, je me réjouissais de venir ce soir, je me suis dit, tiens, on va consacrer un peu de temps aux paysagistes, parce qu'on parle beaucoup de végétalisation, mais très peu de jardiniers, très peu de paysagistes ne sont consultés, et ce que l'on voit, nous, dans les chantiers que l'on réalise, c'est qu'on doit beaucoup assister les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre parce qu'en cours d'études, l'architecte paysagiste, eh bien, il a disparu. On l'a consulté peut-être au départ pour développer un projet, pour donner, entre guillemets, l'alibi vert au projet, parce que c'est quand même un petit peu plus vendeur. Et puis en cours de projet, il y a l'entreprise générale qui est arrivée, l'architecte on l'a gardé parce qu'il doit faire quand même quelques plans, puis l'architecte paysagiste, on l'a oublié. Et on se retrouve face à quoi? Face à un budget. Puis on nous dit, on nous présente la toiture, tiens, vous avez 8 cm pour mettre du substrat, on va faire une toiture extensive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà sur le marché des toitures extensives, paysagiste, il intervient très peu. Ce sont souvent les étancheurs qui réalisent ça. C'est-à-dire que le gars, au lieu de souffler du gravier, il va souffler un terreau, un substrat, si possible le moins cher possible.
Et puis, il a un mélange. Donc, souvent, c'est nous qui lui disons, bah, tiens, tu dois mettre ce mélange-là. Donc, il balance la graine. Et puis, derrière, Inch'Allah. Alors, dans les projets gérés par l'OCAN, maintenant, ce que vous disiez tout à l'heure, les montants compensatoires, il faut savoir que 30% de ces montants compensatoires, quand il y a abattage d'arbres, ils peuvent être compensés par des toitures végétalisées. Donc là, il y a quand même un œil, mais l'œil, il est uniquement sur le mélange. Sur le substrat, par exemple, il n'y a aucun regard. Avant, 8 cm, ça pouvait passer. Couche de rétention d'eau, oui. On n'a pas l'épaisseur, bon, on n'en met pas. Sauf que maintenant, avec les températures très élevées qu'on a en été, avec le phénomène des vents aussi, aujourd'hui, on a de plus en plus de vent, souvent des charges très restreintes, donc on doit réduire la densité des substrats. Donc résultat, on a un paquet de substrats qui s'en va. Et on repasse un an après, ben, souvent, c'est guère mieux qu'un gravier comme la bonne méthode d'il y a 15 ou 20 ans en arrière. Donc voilà sur les toitures extensives. C'est vrai qu'après sur la toiture intensive, le paysagiste est consulté parce qu'il y a plus de techniques. Et puis il faut quand même se donner les moyens d'avoir de la végétation. On intervient sur des épaisseurs de substrat qui varient entre 15, 30, 40, 50 cm. Donc là, il y a une richesse aussi de la végétation dont on doit tenir compte. Et là, l'architecte paysagiste a toute sa place. Mais n'empêche que, voilà, moi, ce que je voudrais dire ce soir, moi, je me réjouis qu'il y ait cette prise de conscience enfin sur les toitures végétalisées, alors qu'on en fait quand même depuis 25 ans. Hein. Moi, une des premières que j'ai faites, c'est à la Migros de la rue d'Ancey, à côté d'ici. C'est qu'aujourd'hui, bien, il faut quand même mêler les professionnels du verre dans ces projets et dès le départ. Parce que souvent, quand on fait appel à nous, ben, c'est trop tard, il va nous manquer de l'épaisseur. On est quand même dans un domaine où il faut faire attention à l'étanchéité, il y a des garanties à tenir. Après, vous avez des normes par rapport aux façades, les gardes qu'on doit respecter avec les précipitations qui sont de plus en plus abondantes. Et du coup, bah, le projet, quand vous avez voulu répondre à toutes les exigences, le projet il a perdu énormément en richesse variétale. Et on parle voilà, de biodiversité. Vous voulez faire autre chose que des tapis de sédum sur les toitures. Ben voilà, donnez-nous les moyens de faire autre chose. Nous, on est partants. On est prêts, on a de l'expérience. Dans l'entreprise, on est 9 architectes paysagistes quand même pour assister les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre. Mais voilà, n'oubliez pas les architectes paysagistes, les bureaux d'études dès le début d'un projet, parce que c'est grâce à eux que vous aurez un projet de qualité. Alors, merci pour votre retour. Est-ce que les clients sont de plus en plus facétieux ou plus enclins? Vous commencez à avoir des clients qui sont plus ouverts, des clients privés notamment, à une qualité de végétalisation, ou est-ce qu'on est toujours un peu au même stade qu'il y a 15 ans? La partie de la clientèle privée pour faire des toitures végétalisées, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est minime, c'est un client par année. Ces 2 dernières années, nous on a eu la chance de végétaliser. Alors voilà, niveau architecture, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est les bâtiments des CFF à Pont-Rouge. Donc il faut savoir qu'en haut il y a un peu de vert, il n'y a pas que du noir sur les façades. On végétalise des toitures en ce moment à l'OMS. On va commencer 2 grandes toitures à l'ONU. Donc on est sur des bâtiments, vous voyez, de grande envergure, et sur le privé, sur la rénovation de vieux bâtiments, on n'intervient quasiment pas, parce que, voilà, tout à l'heure vous le disiez, dans l'entretien, la conception du bâtiment, du toit, vous n'allez pas la changer.
Donc si vous avez mis 10 cm de gravier il y a 30 ans, vous n'allez pas pouvoir mettre 20 cm de substrat pour faire pousser de la végétation. Vous voyez, on est très, très contraint et il ne faut pas faire n'importe quoi parce que voilà, on est quand même sur des bâtiments, des logements, des bureaux et la moindre erreur peut coûter cher. Donc plutôt sur des grands projets, des grandes toitures, mais surtout sur du neuf. Alors, j'ai une dernière question par rapport au changement climatique davantage, et c'est en lien peut-être avec Patrice Purnier, sur le fait que j'avais rencontré Maurice, qui est un paysagiste au Jardin Alpin, qui travaille beaucoup sur différents types de plantes. Et au Jardin Alpin, vous avez à Mérinde donc, des plantes qui demandent très peu d'apport hydrique. Et parfois, nous, on bénéficie de ce travail quand il élague régulièrement chaque année. On peut avoir quelques petits plantons parce qu'on est une association et qu'on travaille pour ça. Mais Maurice, justement, nous expliquait que nous, on espère et on essaie de promouvoir les plantes indigènes le plus possible pour favoriser la biodiversité locale, etc. Mais avec le changement climatique, les plantes sur les toits, est-ce qu'on peut, il y a 15 ans et aujourd'hui, on ne peut pas forcément mettre les mêmes plantes. Est-ce qu'on va devoir réfléchir à des plantations méditerranéennes maintenant? Voilà, j'exagère, mais voilà, mais est-ce que j'exagère tant que ça? Voilà, parce qu'on a un changement. Non, pas du tout. Déjà, en ville, vous voyez, il y a des espèces d'arbres qui ont disparu. Les marronniers, vous n'arrivez plus à les faire pousser. Les tilleuls ont de plus en plus de peine. Les bouleaux, on n'en parle pas. On s'aperçoit aussi que les charmilles, les hêtres, ont du mal à passer l'été. Donc, la plante indigène d'il y a 20 ans, qu'est-ce qu'elle sera devenue dans 20 ans? L'arbre emblématique de Genève, c'est le chêne roux. Peut-être que ce sera le chêne vert dans 30 ans. Il y a 20 ans, à Locannes, quand on faisait un projet puis qu'on mettait un chêne vert, c'est tout juste si on n'était pas brûlé. Maintenant, même eux nous disent on va y aller. Voilà, on a dû changer. Moi, pendant de nombreuses années, j'ai refusé de planter des oliviers parce que vous aviez des pépinières qui étaient pillées dans des pays comme l'Espagne, l'Italie. On ramène des gros pieds qui vont jamais faire de racines dans les 10 ans qui suivent. Mais aujourd'hui, malheureusement, le climat donne raison à ceux qui les ont plantés. Donc c'est sûr qu'au niveau des choix variétaux, il va falloir complètement changer notre assortiment, ça c'est clair. Ouais. Je voudrais maintenant du coup passer à Sun Techniques. Monsieur Maher Amio. Ouais. C'est bon. Donc, pour vous, quelle est la meilleure façon de faire le biosolaire et votre retour d'expérience sur le biosolaire et la situation à Genève? Je dirais qu'il y a vraiment deux types de projets. Ça dépend si on veut une densification, une grosse production en fait, où là c'est vrai que ça laisse un peu moins de place à la biodiversité lorsqu'on couvre un peu une grosse partie de la toiture. Après toutefois ça c'est le choix du client quoi. Mais si on installe des panneaux comme avant sur des toitures végétalisées, on sera extrêmement pénalisé par la suite avec une végétation qui vient vraiment sur les panneaux et qui pénalise aussi bien le rendement, la durée de vie des panneaux, mais également un fort coût d'entretien annuel. Et donc ça, c'est vraiment pas la solution à choisir, quoi. Donc pour avoir une belle harmonie donc des deux choses, une toiture végétalisée et une production d'électricité, l'idéal c'est la photo d'avant où là on a une surélévation suffisante pour laisser la végétation faire sa vie. Également un entretien beaucoup plus facile parce qu'on peut passer entre les différentes rangées. Donc
les solutions sont là, mais encore une fois, je pense qu'il y a, c'est un peu pour rejoindre les autres intervenants, de concertation des professionnels pour discuter des bonnes solutions en fonction des projets choisis en fait. Donc les solutions, elles sont là, elles sont simples, hein, c'est une structure surélevée qui est un peu plus coûteuse, mais sur le long terme, sur la rentabilité d'un projet photovoltaïque, c'est vraiment insignifiant, une structure légèrement surélevée, si l'on compare voilà, tout ce qui est entretien annuel et production annuelle également. Merci. Alors moi j'ai eu le retour de Sirène qui est en fait rattaché au SIL, donc Service industriel de Lausanne, qui est l'équivalent du SIG ici. Et Sirène justement mandate les spécialistes comme vous et travaille avec vous pour faire des panneaux solaires et des biosolaires sur les toitures. Ici vous avez l'exemple du Palais Beaulieu. Et pourquoi je vous le montre? Parce que ça conclut justement avec la végétalisation, on la voit un petit peu plus, mais malheureusement ce n'était pas la bonne période. Mais c'est une très 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 belle réalisation aussi. Et vous avez les chiffres en ligne. Donc vous allez sur le site du Sirène si vous voulez voir les effets au niveau de la productivité, panneaux solaires, végétalisation et le rendement. Et du coup justement j'ai l'autorisation de parler à la place de Monsieur Mesplé de Sirène qui justement explique qu'il y a... C'est très important, il y a 3 choses vraiment importantes. C'est de vraiment faire attention devant qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur de substrat, mais on peut jouer sur l'expressivité du terrain et du coup derrière les panneaux solaires, rajouter un petit peu plus de substrat, mais je pense que Monsieur Cognier et Eva Renaud qui est dans la salle, je sais pas où elle est, Eva, là, la grande spécialiste de l'EPIA sur les panneaux, sur les toitures végétalisées, pourront aborder ça avec vous après la conférence, ou même si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à la technicité. Mais on peut avoir une très très belle biodiversité et un alliage entre le substrat, les semences et le technique qui est assez intéressant. Donc ça, je parle pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce type d'installation. Donc du coup, je voudrais passer à la SPG. Les sigles, c'est dur à cette heure-ci. Mais donc, Jordan Giraud, donc le responsable énergie et environnement. Quel est votre retour de terrain sur les toitures végétalisées? Quel est votre retour par rapport à vos clients? Les limitations peut-être, politiques, économiques, les besoins? Et puis, quelle démarche est-ce que les locataires ou un citoyen lambda qui serait locataire chez vous ou propriétaire chez vous peuvent-ils avoir pour faire changer les choses? Alors, moi je suis effectivement responsable énergie et environnement, donc j'ai une double casquette qui me permet justement de balancer un peu entre la toiture végétalisée et la toiture solaire, qu'on nous demande effectivement de plus en plus dans les lois, où on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on agit sur deux axes, la partie rénovation et puis la partie construction. Je dirais que la toiture végétalisée, on agit surtout aujourd'hui sur la partie construction, donc que tous les prochains bâtiments qui soient construits soient avec des toitures végétalisées au maximum. Néanmoins, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des bâtiments où on n'a déjà pas assez de place en toiture pour mettre les panneaux solaires qui nous sont demandés. On est obligé d'en mettre en façade, par exemple. Donc la toiture végétalisée, ça devient un problème aussi de se dire voilà, où est-ce qu'on la met dans ce mélange, sachant que la partie solaire, on est contraint par la loi, alors qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, la toiture végétalisée, il n'y a pas de contrainte. Donc il y a un arbitrage à faire pour les propriétaires, pour les promoteurs, de se dire voilà, qu'est-ce que je privilégie. Il y a l'aspect aussi après, forcément rentabilité qui va rentrer en ligne de compte pour les promoteurs. Le promoteur, lui, il veut livrer son bâtiment entre guillemets à un coût correct pour pouvoir le vendre plus facilement. Et je dirais que les coûts d'exploitation derrière, la rentabilité derrière d'une installation, ça l'intéresse un peu moins. Donc ça, c'est aussi dans le modèle ça fait que ça incite pas forcément à aller vers ce type d'installation. Où on a pas mal de projets avec des toitures végétalisées, c'est notamment dans les coopératives, où on a des gens qui sont propriétaires et utilisateurs des bâtiments. Et là, on pousse des projets notamment où on met par exemple des potagers partagés qui peuvent être en toiture mais aussi en bas des bâtiments, où voilà, on intègre de la biodiversité, des terrasses qui peuvent être partagées par les copropriétaires. Donc là, il y a vraiment un intérêt aussi social pour que les gens puissent
vivre ensemble et avoir du lien social, du lien intergénérationnel. Donc ça, c'est vraiment des projets qui marchent bien en termes de toiture végétalisée, c'est coopératif. On fait aussi de l'intégration de biodiversité. On a fait aussi, par exemple, un mur végétalisé sur le bâtiment de la Mandelier. On a fait un verger participatif aussi dans une coopérative. Donc voilà, on essaye de réfléchir un peu de manière plus large au niveau de la végétalisation des biens qu'on construit. Sur les bâtiments existants, c'est là que c'est le plus compliqué. Effectivement, quand on travaille avec des acteurs publics, parapublics, type la CPEG, qui ont des moyens, qui ont une volonté politique d'agir, ça fonctionne bien. On peut aller de l'avant, que ce soit sur les projets solaires, végétalisation, etc. Quand on parle à un acteur 100% privé, souvent ce qui le guide, c'est effectivement l'argent à la fin du mois. Et le fait d'intégrer une toiture végétalisée sur un bâtiment qu'il n'utilise pas lui-même, qu'il loue, c'est plus compliqué à convaincre, forcément. On a déjà du mal à leur faire sortir des fois de l'argent pour faire des rénovations qui sont nécessaires. Donc faire une amélioration, on est encore assez loin de cette étape-là. Aussi, au niveau énergétique, on a aussi des contraintes assez fortes au niveau des lois qui obligent à faire des rénovations. Donc les budgets d'investissement des propriétaires, ils sont, je dirais, assez vite greffés avec ces contraintes-là, qui sont prioritaires, vu qu'il y a un objectif légal. Donc le propriétaire privé qui veut faire une toiture végétalisée en rénovation, c'est effectivement très très rare, je vous rejoins. Et nous, on essaye d'être prescripteurs là-dedans, de montrer les arguments, les avantages. Mais après, c'est pas nous qui avons le bouton pour appuyer, c'est le propriétaire final qui décide. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est intégrer effectivement la biodiversité en lien avec la végétalisation. Donc, par exemple, nous, on essaye aussi d'être exemplaires. Donc, sur notre bâtiment, notre siège, on a une toiture qui est une toiture terrasse mixte végétalisée. On a aussi installé des ruches, justement, pour intégrer de la biodiversité en local. Donc voilà, on essaye d'être exemplaires sur nos bâtiments et sur les bâtiments qu'on construit à l'avenir pour que le reste du parc soit petit à petit de plus en plus vert, mais aujourd'hui on sait qu'il y a moins d'1% de taux de rénovation sur le parc immobilier. Donc il faudra longtemps avant qu'on ait des toits verts de partout. Merci. Alors je vais faire court, mais pour la question des ruches, je pense que peut-être Patrice Prunier aura des choses à dire sur mettre des ruches à tout prix ou pas pour sauver les abeilles et la biodiversité. Mais je vous laisse la parole pour discuter un petit peu, notamment par rapport aux matériaux que vous avez élaborés à l'EPIA. Je vais montrer la photo d'ailleurs. Je crois que j'ai des photos de publier. Dans l'autre sens, ouais. Hop. Les matériaux recyclés, les choses comme ça, enfin voilà. Ah, c'est ici, je crois. Oui, un point de vue, je pense par rapport à ce qui a été dit, il y a un point fondamental, c'est qu'on a beaucoup parlé de la toiture, on n'a pas défini ce que c'était que la toiture végétalisée. Et là, c'est une toiture avec du végétal. Mais après, il y a le végétal qu'on mange, la toiture potager, vous l'avez évoqué. Il y a le végétal qui embellit, c'est la toiture paysager, on veut améliorer son cadre de vie. Ou il y a le végétal, la fleur, finalement, qui est sauvage, qui se développe, et là, c'est la toiture naturelle. Et les toitures végétalisées, c'est un peu tout ça, en fonction des fonctions qu'on en attend. Et là, il faut déjà se comprendre sur ce qu'est la toiture végétalisée et les fonctions qu'on en attend, parce que sinon, ça peut aboutir à des incompréhensions. Se surajoutent à ça maintenant les attentes énergétiques, qui sont aussi une autre fonction qu'on attend et qui peuvent être combinées. Je crois qu'il faut sortir des logiques d'opposition, puisque les toitures peuvent répondre, et ça a été démontré, à ces différentes fonctions. Donc, développer les toitures végétalisées, ça suppose déjà de pouvoir les apprécier et de savoir de quoi on parle, premièrement. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on parle beaucoup de technique, on parle loi, on ne parle pas du tout émotion. Et le déclencheur viendra de là, de l'émotion qu'on peut ressentir dans les milieux naturels, parce qu'on aura des plaisirs à s'y trouver. Et je crois qu'on parle trop technique, peu éthique et pas assez psychologie. La dimension psychologique va être fondamentale dans ce qui nous attend, dans les changements qu'on aura à faire, dans les renoncements qu'on aura à faire, dans les choix qu'on aura à faire au niveau de l'évolution de la société. Et tout naîtra de l'émotion. Donc cette émotion, elle fait qu'on aime se promener dans la nature, elle fait qu'on apprécie cette toiture et qu'on saura dire finalement c'est beau. Et c'est beau, donc j'ai envie de le développer. Une pelouse naturelle à l'abandon, c'est beau, et je veux la même sur le toit pour reconstituer un réseau fonctionnel avec des échanges d'espèces. Alors, des abeilles, bien sûr, peut-être sauvages, pas que des abeilles en ruche, mais aussi des sauterelles, aussi des oiseaux, etc. Donc
c'est un écosystème qu'on a reconstitué. C'est bien loin effectivement de ce que vous avez évoqué. Il ne s'agit pas de jeter des graines sur un substrat, il s'agit de reconstituer un écosystème qui va participer finalement au développement d'une nature qu'on a beaucoup détruite. Et ça c'est la remarque de monsieur tout à l'heure, finalement. Est-ce qu'il ne faut pas aménager autour de la nature qu'on a détruite, la stratégie de biodiversité, mais il n'empêche qu'on a beaucoup détruit et maintenant on est en compensation forte. C'est l'écologie du pilotage qu'on essaie de développer. Donc je crois qu'il est important de considérer au-delà des aspects évidemment légaux qui sont importants, techniques, mais le facteur émotionnel, et que ce facteur émotionnel sera un déclencheur fort. C'est le deuxième point que je voulais évoquer. Ensuite, le troisième point, c'est sur la biodiversité. Alors évidemment, on parle beaucoup de biodiversité, mais qu'est-ce qu'on sous-entend? Une biodiversité d'écosystème. Et pour créer cette biodiversité, il n'y a pas de recette unique, mais il y a plein de recettes possibles, avec des diversités d'épaisseur. Là aussi, il faut se comprendre, souvent quand on attend une toiture végétalisée, c'est pour voir des plantes vasculaires développées, donc une épaisseur de substrat déjà un petit peu conséquente, parce que nous, sur les toitures qu'on suit, à moins de 10-12 cm, il n'y en a pas beaucoup des plantes vasculaires. Donc, il y a quelques orpins, mais c'est très très faible. Et avec les sécheresses récurrentes que l'on connaît, on s'aperçoit qu'il faut au moins 15, 18, voire 20 cm pour avoir des formations bien constituées, agréables à l'œil. Donc ça, évidemment, ça pose des problèmes techniques, parce qu'il faut un support, et je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est un point aussi fondamental, avoir un écosystème, il faut avoir les conditions, des diversités de substrats. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, qui est un petit peu novateur, c'est d'utiliser finalement des substrats locaux, recycler des déchets. On a fonctionné avec des déchets dans les expérimentations qu'on conduit à l'Huillier depuis 5-6 ans, avec mes collègues là, qui sont dans la salle. Je suis le professeur Ramos ici, qui travaille beaucoup sur les aspects techniques. On est une équipe qui fonctionne comme ça. Donc on a travaillé avec la moraine du Céva. On s'est dit, est-ce qu'on peut finalement faire une toiture végétalisée avec le substrat qu'on a au sous-sol et qu'on aura à prendre directement? Est-ce qu'on peut faire une toiture végétalisée avec des produits de démolition? Donc on a mis du béton qu'on cassait, 50%, de la terre stérile, etc. Et ça marche. On arrive à reconstituer ces écosystèmes, ces pelouses sèches type à London, et ça apporte une vraie diversité. Avec un mélange initial, on a 9 résultats différents si on met 3 épaisseurs et 3 substrats. Ça donne vraiment des situations très, très importantes. Donc là, voilà, ce que je voulais dire sur ce dernier point, c'est que surtout il faut se méfier de la recette unique, mais privilégier la diversité des substrats, c'est fondamental. Les épaisseurs également, avec des épaisseurs relativement importantes si on veut de la végétation vasculaire. Mais on peut avoir des résultats très intéressants avec des mousses qui apporteront peu de services. Voir qu'une de nos collègues qui est spécialisée des mousses, quand elle a fait l'inventaire sur une trentaine de toitures, initialement ici à Genève, il y a 5 ans, elle a découvert 2 espèces qui étaient éteintes régionalement, une nouvelle pour la Suisse, etc. Grosso modo, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas ces endroits où on ne peut pas aller. Et donc, même chez les mousses, même chez les lichens, il y a plein d'espèces sur des groupes méconnus qui sont rares, et la toiture végétalisée joue son rôle refuge. Ça, c'est un point important qu'il faut souligner également dans le biodiversité. Voilà 3 points que je voulais évoquer ici, importants. Et puis, peut-être, alors je passe encore un peu de temps, mais pour closer, je crois qu'on a aussi une petite tension tout à l'heure sur l'observation, l'expérimentation. Il faut tout faire, il faut expérimenter, il faut observer. Et il ne faut pas rentrer dans des logiques d'opposition. On apprendra en faisant, on apprendra en observant, on apprendra en expérimentant. Et c'est vrai qu'on sent un petit peu, des fois on aura envie que ça aille plus vite sur la réalisation. Je crois que c'est ce qui a été exprimé ce soir. Nous, je pense que Bernard peut l'évoquer, on a des modèles, vous pouvez venir les voir à l'Huillier, ça marche. On aimerait que ça se fasse plus vite et voilà, c'est pas trop notre rôle après d'aller, militer ou faire, mais on aimerait que ces systèmes avec des substrats locaux et ces pelouses sèches puissent se réaliser plus facilement parce que ça marche et ça ne coûte pas très cher finalement, parce que le substrat il est là, il n'y a pas besoin de prendre la pouzzolane du Massif central et de faire tourner les camions. On peut très bien fonctionner avec des ressources locales et ça c'est, voilà, je crois que c'est plutôt rassurant. Les solutions sont là. Les solutions sont là. Après, bon, là, il faut faire, et c'est vrai que c'est pas facile, on voit bien que c'est pas facile en fonction de tous les enjeux qui peuvent se présenter, toutes les difficultés, mais les solutions sont là. Merci. Alors avant de passer la parole à la salle, je voulais juste signaler qu'on est tous bénévoles pour l'association Terre sans frontières. On a des BVR à l'entrée, donc n'hésitez pas à devenir membre. C'est un peu mon rôle de présidente. Mais on a besoin de membres, on a besoin de soutien. On sera là toute la journée à Alternativa samedi, on a un stand. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Sinon, maintenant je joue la parole à la salle.
On a une dizaine de minutes parce qu'on a vraiment largement dépassé. Donc même plutôt 5 minutes.